Bonjour, mes chers abonnés et étudiants. Donc aujourd'hui, je donne suite à la première partie relative au plan et au saturnisme. Alors, après avoir traité le plan sous tous ses aspects, comme les sources d'exposition, ses propriétés physico-chimiques, sa toxicocénétique et son mécanisme d'action, donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les répercussions sur l'organisme de cette toxicité, comment nous allons prévenir ce type d'intoxication et comment nous allons prendre en charge ces intoxications, tant du point de vue clinique, thérapeutique ou toxique ou biotoxicologique. Alors, tout d'abord, je vais vous distinguer deux types, deux circonstances d'exposition, à savoir l'exposition aiguë et l'exposition chronique. Vous allez constater que un certain nombre de points est commun entre les deux circonstances. Alors, tout d'abord, les premiers signes que nous allons observer suite à une exposition aiguë au plan sont des troubles gastro-intestinaux. On parle carrément d'un syndrome gastro-intestinal violent. Alors, ce syndrome va associer des douleurs abdominales, des coliques, d'ailleurs on parle carrément de coliques saturnines, de vomissements, de diarrhée et de soif. S'en suivre les troubles nerveux. Alors les troubles nerveux, ce que nous pouvons le plus rapporter, ce sont les convulsions, mais aussi il peut s'agir de faiblesse musculaire, d'agitation et de paralysie des extrémités. En plus des du syndrome gastro-intestinal et des troubles nerveux, nous pouvons observer des troubles rénaux type néphrite hématurique associée ou accompagnée d'une anurie. Enfin, quand le cas se complique et qu'il y a une aggravation de cette symptomatologie suite à une exposition aiguë, nous allons observer ou constater un collapsus cardiovasculaire qui va justement qui pourrait plutôt engendrer le décès de l'intoxiqué. Il faut savoir que ces quatre types de symptomatologie peuvent être bien évidemment associés à la fois, mais comme il existe une variabilité interindividuelle et comme ceci dépend aussi du toxique lui-même, c'est-à-dire de sa concentration, de sa forme, de la durée d'exposition, bien qu'on parle ici en aigu. Donc, on pourrait ne pas observer tous ces symptômes chez le même intoxiqué. Passons maintenant à l'exposition chronique. Alors, suite à l'exposition chronique, nous pouvons observer soit dans le milieu professionnel ou bien dans le milieu non professionnel, comme suite à une pollution environnementale ou comme nous l'avons déjà cité, suite à un saturnisme hydrique par relargage du plan dans les canalisations à partir des canalisations d'eau. Donc là, nous pouvons parler d'une intoxication chronique. Alors cette intoxication chronique, elle va se manifester en deux phases. Tout d'abord, nous allons parler d'un pré-saturnisme. Alors le pré-saturnisme qui peut se manifester, comme vous le voyez sur la photo, par le liseré saturnin qu'on appelle communément le liseré de Burton. Alors ce liseré de Burton, il résulte de la précipitation du plan sous sa forme sulfurée, donc sulfure de plan, sur la dentition. Et là, donc, nous allons avoir cette coloration de dents. À côté du liseré de Burton, nous pouvons observer la main en griffe. Cette main en griffe, comme vous le voyez sur l'image, elle résulte de la faiblesse neuromusculaire qui va justement toucher les mains et les doigts. Un troisième point, en phase de pré-saturnine, nous parlons de troubles hématologiques. En effet, lorsqu'on est devant une intoxication chronique au plan, nous allons observer ou constater suite aux analyses biologiques une anémie microcytaire normochrome due au plan, des hématies ponctuées nous avons parlé ou appelé hématie à granulation basophile,
Aussi, nous allons retrouver des taux non négligeables de plomb au niveau sanguin, au niveau urinaire. Pour tout ça est la résultante de la perturbation de la biosynthèse de l'hémoglobine. Donc, après la phase de pré-saturnisme et selon les cas, lorsqu'on a une continuité d'exposition à des concentrations qui peuvent être responsables de cette toxicité, nous pouvons observer cette phase qu'on appelle le saturnisme proprement dit. En effet, donc lorsqu'il s'agit de saturnisme, nous pouvons constater l'association de ces quatre types de troubles pour les trois, donc dont trois ont été déjà évoqués pour l'intoxication aiguë. Alors tout d'abord, on va observer chez l'intoxiqué des troubles ou des perturbations de l'état, dégradation de l'état général, qui va se manifester par des malaises, de l'asthénie, une anorexie et de l'amaigrissement. Alors, par la suite, vont apparaître des troubles gastro-intestinaux comme les vomissements, la constipation et les douleurs abdominales, mais ce qui peut attirer surtout et particulièrement le médecin du travail, ce sont les coliques qu'on appelle aussi la colique saturnine. Alors cette colique saturnine qui reste quand même de douleurs, qui est à l'origine de douleurs très importantes chez l'intoxiqué. Aussi, et généralement, après plusieurs années d'exposition au plan et particulièrement au milieu professionnel, nous allons observer des troubles nerveux. Alors, les troubles nerveux au milieu professionnel chez le travailleur intoxiqué par le plan, nous allons observer des céphalées, une irritabilité, des convulsions, des paralysies qui peuvent aller jusqu'au coma. Par contre, lorsqu'on parle d'un saturnisme infantile, comme vous l'avez déjà vu lors de la première vidéo, nous avons parlé du syndrome Pica, c'est-à-dire le réflexe de la main à la bouche pardon, de l'enfant, ou les émails de peinture renfermées dans le temps du plan, donc à l'origine de cette intoxication chez l'enfant. Alors nous allons plutôt parler d'une encéphalopathie. Bon, bien évidemment, cette encéphalopathie, elle n'est pas spécifique uniquement à l'enfant. On peut aussi l'observer et la constater chez l'adulte, mais chez l'enfant, il y aura une répercussion sur ses résultats scolaires. On aura carrément une diminution du QI chez cet enfant-là, et donc ça va attirer l'attention de son entourage. Alors, donc, une fois nous avons traité la symptomatologie qui résulte de l'intoxication au plomb, nous allons voir comment nous allons justement traiter cette intoxication. Mais avant cela, je rappelle que certains symptômes peuvent aussi être observés, comme l'hypertension artérielle qui peut résulter de cette intoxication chronique au plomb et la génotoxicité à l'origine d'une atteinte testiculaire chez l'homme ou des fausses couches et des accouchements prématurés chez la femme avec une phétotoxicité. Aussi, nous pouvons parler du plomb sans évoquer l'atteinte osseuse. En effet, de par sa grande biodisponibilité au niveau du tissu osseux, comme nous l'avons déjà vu, à raison carrément de 90%, alors le plomb qui va inhiber les cellules osseuses, en l'occurrence les ostéoblastes et les ostéoclastes, mais aussi la parathormone, il va aussi inhiber l'activation de la vitamine D, donc on n'aura plus la forme active, la dihydroxylé calciférol de la vitamine D. Alors tout ça et tout ça, ce sont les conséquences de l'intoxication chronique au plomb. Alors, il faut savoir, par rapport à cette toxicité chronique, que le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, a classé d'ores et déjà en 2006 le plomb et ses composés inorganiques en catégorie 2A. Cela veut dire que ces composés-là constituent des substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme. Donc, il faut faire très attention à ce type
de l'exposition. Cependant, en ce qui concerne les composés organiques, donc cette classification a plutôt vu que ces composés font partie de la catégorie 3. Pourquoi? Parce qu'on on pouvait pas certifier cette relation entre la cancérogénicité et l'exposition aux composés organiques du plant. Passons maintenant à la prise en charge de ce type d'intoxication. Alors, d'une manière générale, la prise en charge reste symptomatique, qu'il s'agisse d'une intoxication aiguë ou chronique. Par exemple, nous pouvons administrer des antalgiques contre les douleurs abdominales ou des corticoïdes ou de la vitamine D si nécessité, par exemple en cas d'encéphalopathie, des anti-anémiques par rapport à l'anémie résultant de cette intoxication. En plus de ça, et nous pouvons constater cette différence entre les deux cas de figure, que la plombémie et la surveillance de l'intégrité rénale sont deux points essentiels dans le suivi de l'intoxication chronique. Dans les deux cas de figure, nous pouvons aussi constater que le traitement chélateur, qui est un traitement spécifique, peuvent aussi être instaurés afin d'éliminer au mieux le plan qui existe au niveau de l'organisme. Donc, comme vous l'avez déjà vu lors du cours relatif au traitement spécifique, que les chélateurs vont justement fixer le plan particulièrement au niveau du tissu osseux pour justement former des complexes plans EDTA et ils vont être éliminés par voie rénale. D'où l'importance de vérifier si les reins fonctionnent bien. Alors, comment prévenir ce type d'intoxication? Alors, comme je l'avais dit, cette intoxication, cette exposition, elle va constituer une première maladie professionnelle. Alors, le saturnisme professionnel constitue une maladie professionnelle numéro 1. Et pour cela, donc, un certain nombre de préventions et de mesures devraient être prises au niveau professionnel. Alors, il faut savoir que ceci se distingue en deux parties. Alors, vous avez tout d'abord la prévention technique. Alors, à chaque fois qu'on parle d'une prévention technique, il faut directement penser à la prévention individuelle et la prévention collective. Alors, comment? Alors, prévention individuelle en sensibilisant les travailleurs, en les formant et en les incitant au respect des règles d'hygiène et de sécurité. D'un autre côté, d'autres mesures collectives devraient être prises, comme la surveillance du plan atmosphérique, l'installation d'extracteurs et donc de ventilateurs pour assurer la ventilation optimale du plan à partir de l'environnement professionnel et la disponibilité des équipements sanitaires au niveau de ce milieu-là. À côté de cela, on parle d'une prévention médicale. Cette prévention médicale, donc, elle doit se faire avant le recrutement du travailleur pour écarter tout individu atteint d'anémie, d'altération ou de femme enceinte ou allaitante, c'est-à-dire tout individu qui est prédisposé à exprimer cette toxicité. Alors, par la suite, nous allons instaurer, et généralement ça se fait par le médecin du travail, des examens périodiques à la recherche de signes d'imprégnation saturnine afin d'éviter l'aggravation de cette toxicité. Alors, nous pouvons suivre ou prendre en charge l'intoxiqué sans parler de la toxicologie analytique. Et là, nous allons parler plutôt non seulement d'un diagnostic biotoxicologique du saturnisme, mais aussi d'une surveillance biotoxicologique. Comment? Donc, d'une part, nous allons nous intéresser au plan. Alors, nous allons nous intéresser au plan, à ces concentrations au niveau des différents milieux biologiques. Chez le vivant, donc, nous allons nous intéresser particulièrement au milieu sanguin et urinaire. Lorsqu'on est en post-mortem, on peut parler de viscères. Et bien sûr, nous l'avons déjà dit par rapport à la prévention collective qu'on devrait s'intéresser au taux de plomb dans l'atmosphère, que ce soit l'atmosphère donc de l'environnement professionnel ou non professionnel, c'est-à-dire de l'environnement par rapport à la population générale.
Alors, d'un autre côté, nous allons donc nous intéresser à l'évaluation des paramètres biologiques. Donc, c'est suite ce sont des marqueurs d'effet. Donc, nous allons les détailler par la suite. Normalement, déjà, vous pouvez les déduire. Alors, nous allons commencer par la recherche du plomb dans les viscères. Il faut savoir que des méthodes, on va dire, archaïques existent qui, suite à la minéralisation nitrosulfurique, rappelez-vous, nous avons parlé de la sensibilité du plomb par rapport à ces deux types d'acides, l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Donc, nous allons minéraliser le prélèvement dans le but de détruire toute la matière organique afin de pouvoir minimiser les interférences et de bien doser les taux de plomb dans ce milieu-là. À la fin, donc, ça va être des méthodes de dosage, soit par caractérisation par la ditisant, qui reste une méthode vraiment basique, qui est délaissée, qui va donner lieu à la formation d'une coloration rose dont l'intensité est proportionnelle à la concentration du plomb dans le milieu. Aujourd'hui, nous parlons d'un dosage qui fait appel à des méthodes beaucoup plus sensibles et spécifiques, des méthodes sophistiquées comme la spectrométrie d'absorption atomique et l'ICP-MAS. De la même manière, lorsqu'on veut s'intéresser à la plombémie, c'est-à-dire le plomb dans le sang, ou la plomburie, c'est-à-dire le plomb dans les urines, nous allons d'abord procéder à la minéralisation. La plus courante, c'est celle nitrosulfurique, ou bien carrément par digestion nitrique. Pour cela, nous pouvons utiliser une étuve et dans les meilleurs des cas et lorsqu'on a les conditions idéales, nous pouvons utiliser un micro-ondes pour un meilleur rendement de minéralisation. Et les dosages peuvent faire appel à différents types de méthodes, comme la méthode spectrophotométrique utilisant la ditisone, déjà expliquée, par polarographie ou par spectrométrie d'absorption atomique. Et aujourd'hui, carrément, nous utilisons l'ICP-MAS, qui reste une méthode plus spécifique et plus sensible par rapport à la SAA. Il faut savoir que le plomb pour le dosage du plomb, nous utilisons la spectrophotométrie d'absorption atomique, dont l'atomisation se fait par four. Donc, c'est SAA four. Alors, lorsqu'on veut s'intéresser au plomb dans les atmosphères, là, il faudra utiliser des filtres. Alors, ces filtres devraient être secs. Alors, ces filtres sont à base d'ester de cellulose. Ils sont spécifiques pour capter par absorption le plomb à partir de l'environnement. Alors, ces filtres vont être de la même manière que pour le milieu biologique, vont être minéralisés, puis dosés par les différentes méthodes déjà citées. Passons maintenant à l'évaluation des paramètres biologiques. Alors, tout ce que nous avons vu précédemment, ce sont des paramètres ou des marqueurs d'exposition. C'est-à-dire, on va s'intéresser à l'exposition à cet élément qui est le plomb. Par contre, là, nous allons parler de paramètres ou de marqueurs d'effet, c'est-à-dire l'impact du plomb sur l'organisme. Nous avons déjà évoqué l'anémie normochrome microcytaires qui résultent de ça, les hématies à granulation basophile. Mais rappelez-vous, nous avons plus particulièrement parlé et détaillé l'impact du plomb ou de l'exposition du plomb sur la synthèse de l'hémoglobine. Et là, rappelez-vous, nous avons dit que ce plomb, cet élément métallique va inhiber un certain nombre d'enzymes dont les précurseurs vont s'accumuler dans les milieux biologiques, notamment le sang et les urines. Et donc, ces précurseurs vont constituer des biomarqueurs d'exposition, d'intoxication au plomb. Alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'ALA urinaire. Alors, l'ALA urinaire qui est l'acide aminolévulinique. Alors, au niveau urinaire, on peut s'y intéresser aussi au niveau plasmatique, mais le plus intéressant est de le suivre au niveau urinaire.
Aussi, nous pouvons nous intéresser à la porphyrine, à la porphyrine au niveau urinaire érythrocytaire, mais aussi là, la protoporphyrine ou porphyrine. Donc, les plus intéressants sont les donc, PPE, donc les érythrocytaires, ou celles qui sont liées au zinc, donc les PPZ érythrocytaires. D'une manière générale, en termes de biomarqueurs de l'exposition au plan, nous nous intéressons à l'ALA urinaire et au PPZ érythrocytaire. C'est-à-dire que là, au niveau des urines et PPZ au niveau du sang. Alors, regardez, là, il y a quelques valeurs guides par rapport à l'exposition et l'intoxication par le plan. Donc, nous observons donc des valeurs pour une plombémie inférieure à 40 microgrammes par 100 millilitres de sang comme valeur seuil. La plomburie, généralement, donc, elle n'est pas recommandée. Pourquoi nous allons expliquer cela? L'atmosphérique, nous avons une valeur guide de 150 microgrammes par mètre cube. Au niveau des cheveux, une corrélation a été constatée entre les taux de la plombémie et les taux qu'on peut retrouver au niveau des cheveux. En effet, pour 60 microgrammes par 100 ml de sang, nous pouvons donc déduire l'existence de 70 microgrammes de plomb au niveau par gramme de cheveux. Pour la plombémie, donc il a été constaté donc que 600 microgrammes par 48 heures, mais après l'administration du chélateur, le DTA, donc on peut donc ça pourrait refléter une valeur de 70 microgrammes de plomb par gramme d'os. Alors, là, nous allons nous intéresser à chacun de ces paramètres. Alors, commençons par la plombémie. Il faut savoir, quel que soit généralement, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit des éléments métalliques, leur dosage au niveau sanguin sert d'indicateur d'exposition dans les semaines précédentes. On dit que le dosage sanguin de ces éléments métalliques est un indicateur d'une intoxication ou d'une exposition récente au plomb. Alors, donc, la plombémie constitue un meilleur indicateur d'exposition des semaines précédentes. Tandis que la plomburie, elle va jouer le rôle d'indicateur médiocre d'exposition dans les semaines précédentes. Plutôt, on va s'y intéresser lorsqu'on est devant une intoxication chronique et surtout, elle trouve son intérêt lorsqu'on va provoquer le relargage du plomb à partir des compartiments osseux. Et donc là, on parle après administration du chélateur, le DTA, et donc la plomburie provoquée qui présenterait un bénéfice du traitement chélateur. Et ceci reste controversé. Pourquoi? Parce qu'on doit préserver la fonction rénale par rapport à l'élimination de ces complexes volumineux qui sont à base de plomb et de DTA qu'on aurait déjà administré. Ces dernières années, vous pouvez entendre parler du plomb osseux. Le plomb osseux reste très intéressant, cependant, c'est un prélèvement invasif, donc il n'est pas facile à faire. Il va justement refléter la charge corporelle totale, donc on parle carrément d'une dose interne, de la dose interne en plomb. Ça reste toujours donc un sujet de recherche qui n'est pas d'application courante. Alors, regardez là, nous pouvons distinguer selon les taux des différents paramètres que nous avons déjà cités, c'est-à-dire la plombémie, la plomburie provoquée et les biomarqueurs ALA urinaire et PPZ érythrocytaire, trois phases ou trois zones par rapport à cette toxicité. Tout d'abord, vous avez l'absence de risque professionnel, c'est-à-dire là, c'est carrément, comme on dit, infraclinique, on n'a pas de symptomatologie. Donc, nous avons parlé d'un taux de 40 microgrammes par 100 ml pour la plombémie et donc pour l'ALA urinaire de 5 mg par gramme de créatinine, PPZ de 5 microgrammes par gramme d'hémoglobine. Cependant, lorsqu'on passe à la zone de surveillance, on a une intoxication aiguë rare, mais le risque
il demeure à long terme, donc où on peut basculer vers la zone dangereuse, où on a une intoxication, le risque d'intoxication aiguë qui reste quand même imminente. Là, on parle de taux de 80 microgrammes par 100 ml. On commence donc à avoir peur par rapport à cette exposition. 20 mg par gramme de créatinine pour l'ALA urinaire. La même chose, par contre, par gramme d'hémoglobine pour le PPZ. Et là, lorsqu'on provoque la plomburie. Donc, on procède à la plomburie provoquée par l'administration de l'EDTA calcique. Donc là, on peut retrouver des taux à 1 mg par 24 heures et plus. Il faut savoir que je n'arrête pas de parler de l'EDTA calcique, mais il faut savoir que d'autres traitements chélateurs peuvent exister qui n'ont pas fait l'objet de cette présentation. Et je vous remercie.